痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se prosse et aujourd'hui au programme, on va parler de 10 personnages sous-cotés sa mère la trompette. Un personnage sous-coté, c'est un personnage dont la valeur réelle, en termes d'écriture, de symbolique ou d'impact, est largement supérieure à la reconnaissance qu'il reçoit de la part du public, de la critique ou même de l'œuvre elle-même. En bref, c'est un super personnage dans son domaine, mais qui ne reçoit pas les lauriers qu'il mérite, et comme nous, on aime lancer des fleurs aux personnages qu'il mérite, on va les saucer un petit peu aujourd'hui. Je vais vous présenter 10 personnages sous-cotés dans cette vidéo, mais répartis en deux groupes. 5 personnages sous-cotés vis-à-vis de leur puissance, c'est-à-dire dont on n'évalue pas correctement leur puissance, et 5 personnages sous-cotés vis-à-vis de leur écriture, c'est-à-dire dont on évalue mal leur intérêt narratif. Évidemment, j'en balance 5 dans chaque catégorie, mais il en existe bien plus que 5 à chaque fois, donc vous étonnez pas si un personnage est absent de ce classement. J'ai essayé de prendre les plus importants ici, mais je compte sur vous pour compléter cette liste en commentaire. Mais enfin bref, place à la vidéo. Et puisque j'entends que des gens veulent m'entendre placer Itachi ou Minato dans la liste des personnages sous-cotés, on va pouvoir commencer. Et accessoirement, ils auraient pu y être, mais comme ils sont aussi surcotés que sous-cotés, ils sont vraiment à part. Alors lui, je pense que c'est incontestablement l'un des personnages les plus puissants à être sous-coté, et j'espère honnêtement que dans quelques minutes, votre avis va changer à son sujet. Je sais pertinemment que pour beaucoup, Yamato c'est juste le prof qui a remplacé Kakashi, mais qui n'est pas aussi fort que lui. Que c'est le gars qui s'est fait démonter le kiwi par Sasuke alors qu'il faisait du 4v1. Que c'est le gars qui n'a jamais eu d'importance tant sa puissance est dérisoire en comparaison avec les autres mastodontes de la série. Sauf que Yamato, c'est un personnage monstrueusement fort, mais qui a subi la narration, qui s'est fait soit exclure de cette dernière, soit pas respecter. Par exemple, le délire comme quoi Yamato s'est fait botter les fesses par Sasuke. Et est-ce que vous êtes au courant que Yamato a reconnu lui-même qu'il ne se battait pas à fond par égard pour Naruto et Sakura? Il était prêt à le sauver juste avant qu'Orochimaru n'intervienne. Et attention, ça ne signifie pas qu'il est plus fort que Sasuke, évidemment, mais ça signifie cependant que cette pseudo-fessée dans le manga n'en est pas réellement une. Surtout que leur échange de coups est ultra bref et pas ultra représentatif de leur niveau. Yamato s'est jeté devant Sakura pour la protéger et il s'est fait avoir. Il a réussi à repousser Sasuke juste après et fin du combat. Donc non, Yamato ne s'est pas fait humilier par Sasuke ici. D'ailleurs, pour ceux qui remettent en cause son talent, sachez qu'il est devenu Genin à 6 ans et que la même année, il est devenu Chunin. À 6 ans. Il est devenu Chunin au même âge que Kakashi, et il est devenu encore plus vite que des ninjas comme Minato ou Itachi. En plus, il est considéré comme étant le sommet des membres des forces spéciales, donc il est incontestablement l'un des ninjas les plus haut placés en termes de puissance à Konoha. En dehors de Kakashi et Gai pour ses confrères Jonin, du Hokage et des Sannin quand ils étaient affiliés au village, Yamato est le sommet des ninjas. Et ici, on parle du sommet à Konoha, donc le village qui abrite le plus grand nombre de ninjas puissants dans le monde. C'est assez facile d'imaginer que dans un autre village, Yamato serait le ninja le plus puissant, à l'exception faite du Kage évidemment. En plus, outre sa puissance démentielle, il est aussi l'un des ninjas les plus adaptés à tout type de mission grâce à son Mokuton qui lui offre une variété abusée de compétences. Il peut capturer, pister, attaquer au corps à corps, à distance, dessus, dessous, se défendre, fondre avec le décor, bref rien ne lui est impossible grâce au Mokuton. D'ailleurs, c'est également l'un des grands absents de l'arc Pain. Avec lui au village, les 6 corps auraient sûrement galéré individuellement pour le vaincre, genre en 1v1. Et quelque part, il serait presque plus galère à vaincre que Kakashi pour Pain au vu du match-up. Mais c'est pas le sujet. Dans un monde où les Jonin représentent une certaine élite, un niveau très clairement au-dessus du lot, Yamato se situe à son sommet, talonnant de près Kakashi et Gai, mais se faisant sous-estimer parce qu'il n'est pas aussi fort qu'eux. C'est terrible dit comme ça. Bon, elle... c'est presque pire qu'avec Yamato parce que la raison pour laquelle elle se fait autant sous-estimer, c'est complètement absurde. Mei Terumi est sous-estimée parce qu'elle est, selon beaucoup, la moins forte des 5 Kage. Genre, tu prends la crème de la crème des 5 grands pays. Au sommet, tu as le Kage qui est le ninja le plus fort que la superpuissance mondiale a. Tu as donc 5 grands chefs ninja aux capacités complètement absurdes, capables de retourner comme des crêpes n'importe quel Jonin du moment qu'ils n'ont pas un Sharingan ou une combinaison verte. Et tu oses dire que parce que l'un des 5 Kage est fatalement le moins fort, ça fait de lui un ninja faible. Je pense également que Mei est la moins forte des Kage de sa génération, mais
Bordel, qu'est-ce qu'elle est forte en comparaison avec la plèbe. Déjà, elle possède 2 Kekkei Genkai, l'acide et la lave. L'acide est capable de faire fondre assez rapidement un Susanoo, donc la défense ultime de cet univers, et la lave qui arrive même à passer outre le manteau de chakra du KCM1. Mais en plus, tu vois que Mei est capable de réagir aux attaques de Madara, comme quand elle protège Tsunade de son Katon. Parce que ça aussi, c'est important, mais Mei est capable de repousser un Katon de Madara, et qui est le ninja le plus compétent en la matière. Pour rappel, pendant la guerre, il a fallu pas mal de ninjas de Kiri pour retenir un de ses Katons. Mei l'a fait toute seule. Alors certes, c'est peut-être l'un des Kage les plus faibles de sa génération, voire même de toutes les générations confondues, mais le simple fait de faire partie de cette élite est un feat de puissance, non pas une justification pour la dénigrer. C'est comme être dans une classe d'élite où le plus mauvais a 18 de moyenne. Certes, t'es le moins bon, mais pour le commun des mortels, t'es une légende. Donc s'il vous plaît, un peu de respect pour elle. Surtout que j'ai hésité à faire une vidéo sur la Mizukage. J'ai hésité, je n'ai pas su me décider. Ouais, va falloir que je fasse ça un jour si je veux rester en vie. Et que j'évite de parler d'hésitation. Ne faites pas genre. Quand vous pensez à un personnage avec un flow cosmique et un chara-design aussi légendaire qu'une citation du grand Gai Maito, vous pensez à Kimimaro. Regardez-moi ce PG, bordel, cette allure, ce charisme, cette flamme qui se lit dans ses yeux. Oh bordel. Mais revenons à Kimimaro. Kimimaro, on ne s'en souvient pas forcément, dans le sens où c'est pas celui qui marque le plus ses esprits, surtout dans cette première partie. Du coup, je peux comprendre qu'on ne le trouve pas si fort que ça, parce que finalement, on ne le connaît pas tant que ça. Il a eu une altercation rapide avec Naruto, ensuite avec Lee, et il est mort face à Gaara, ce qui fait que oui, il est puissant, mais juste un petit peu plus que les 4 du son, non? Bah, pas vraiment. Kimimaro est sans conteste l'un des personnages les plus puissants de cette première partie. Dites-vous qu'Orochimaru le voulait lui plutôt que Sasuke Itachi de base, tellement Kimimaro est ultra vénère. D'autant plus que selon Kabuto, éliminer le Hokage aurait pu se faire sans encombre avec lui, ce qui prouve sa puissance absolument colossale. Et pour revenir sur son enchaînement de combats, il a quand même réussi à gérer Naruto infusé avec le chakra de Kyuubi sans la moindre difficulté, puis à gérer Lee sans grande difficulté également, surtout que dès qu'il a sorti les os, Lee ivre était complètement dépassé, et enfin il a résisté sans aucun problème aux techniques de zone de Gaara comme son tsunami où ses os étaient juste trop durs pour se faire broyer. Je rappelle quand même que Gaara enfant est capable de gérer des embouts avec son sable, alors ce Gaara précis, il est très largement niveau Jonin. Kimimaro était sur le point de le vaincre. Parce que ça, j'espère que vous en souvenez, mais tout ce que Kimimaro a fait, il l'a fait en étant à moitié mort. Et attention, c'est pas une exagération en mode il a juste une partie de sa réserve de chakra en moins ou quoi que ce soit. Kimimaro était alité, il était à quelques minutes de la mort, son corps ne pouvait plus bouger, mais par pure volonté, il a réalisé l'impossible. Et non seulement il a bougé, mais il a aussi enchaîné 3 gros adversaires et n'a techniquement pas été vaincu. Imaginez juste un instant ce que ça donnerait Kimimaro à pleine puissance. Ce serait fou. Surtout que ces os semblent être extrêmement difficiles à outrepasser. Genre, comment on gère la danse des fougères arborescentes? Plein de pics en os sortent du sol et se lèvent à une hauteur pas possible. N'importe quel ninja qui ne peut pas voler va se faire embrocher comme un poulet qui va finir rôti sur le marché du samedi. Ou, tout simplement, comment l'atteindre physiquement si même le sable de Gaara n'a pas été capable de lui broyer les os? Il est presque invulnérable. C'est d'ailleurs pour ça qu'Orochimaru voulait son corps d'ailleurs. Donc Kimimaro est un ninja extrêmement puissant selon les standards de la partie 1 avec sa maladie, alors je vous laisse imaginer ce que ça donnerait sans. Je pense qu'être niveau Akatsuki serait pas incohérent. Surtout que pendant la guerre, personne ne l'a géré, c'est la rupture de l'Edo Tensei qui l'a fait partir, donc à jamais, on n'aura pas la chance de connaître son véritable niveau. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Orochimaru voulait son corps. Comme une grande partie de la fanbase féminine d'ailleurs quand j'y pense. Ah là 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 là, lui il fait toujours autant plaisir. Shino c'est juste le membre des 12 de Konoha le plus sous-coté à cause de son écartement complet de la narration. Rien que pendant l'examen de Chunin, il a écrasé Zaku sans difficulté et il a réussi à gérer Kankuro, l'un des big bad guys de Suna. Sauf qu'après ce combat, plus rien. On le voit un peu par-ci, un petit peu par-là, mais il ne fait jamais rien de réellement décisif. Et selon moi, l'auteur a dû l'écarter parce qu'il s'est rendu compte que les Aburame sont juste trop galères à affronter. Contre Tayuya, il a pas besoin de bouger pour déployer ses insectes presque invisibles à l'œil nu, contre Kidomaru, il peut jouer sur la distance, contre Jirobo le débile, un insecte sur lui sera fatal, et contre Sakone Ukon, ils pourront se faire bouffer de l'intérieur par les insectes dans son corps. Kishimoto a sans doute compris que Shino est juste trop adapté contre eux, donc il a dû l'écarter du scénario, préférant Kiba et Shoji à sa place. Mais partez du principe que c'est un ninja très intelligent, même au tout début de l'œuvre, et avec un style de
le combat extrêmement bien ficelé. Parce que les insectes sont dans son corps, donc théoriquement, ils sont plutôt bien protégés. En plus de leur taille microscopique qui les rend difficiles à voir, ils peuvent se disperser dans tous les sens et se rejoindre vers la victime. Et dès lors que les insectes atteignent leur cible, ils vont aspirer le chakra de la victime en quelques instants. Shino a beau avoir une endurance moyenne, le fait que ces insectes se battent pour lui fait qu'il ne va pas tant consommer que ça. Du coup, sa réserve moyenne peut être utilisée pour la confection de clones afin de temporiser le temps que ces insectes atteignent sa victime pour porter le coup final. En plus, on en parlera dans une vidéo qui leur sera dédiée, mais les Aburame élèvent différents types d'insectes et en fonction de ce qu'ils ont dans le corps, ils vont être plutôt adaptés à certaines situations. Par exemple, Kankuro a empoisonné Shino, mais Chibi, son père, a des insectes capables d'aspirer le poison. Du coup, Chibi a une certaine immunité face à ça. On ne connaît malheureusement pas les capacités de Shino dans la partie 2 vu son absence de devant de la scène, mais étant le digne descendant des Aburame, ça ne fait nul doute qu'il peut utiliser des variétés d'insectes assez puissantes. Et dans tous les cas, il a les phagocytes qui, une fois dans le corps de l'ennemi, grandissent à une vitesse folle, ce qui fait presque imploser la victime. Terriblement dégueulasse, mais terriblement efficace. En bref, Shino est sans conteste l'un des ninjas les plus forts parmi les 12 de Konoha, mais beaucoup continuent de faire genre c'est pas une sérieuse menace, alors qu'en vrai, il serait loin d'être ridicule face à un Neji par exemple. Oui, j'ose le dire, et j'en ai marre de faire genre c'est pas vrai. Probablement, parmi la longue liste des candidats potentiels dans cette catégorie, le ninja le plus sous-coté. Il aura également le droit à sa propre vidéo parce qu'on a des choses à dire sur lui. Tout d'abord, Sasori, c'est un marionnettiste, ce qui fait qu'il est capable de prendre le contrôle de sa victime si les fils de chakra sont créés, ce qui semble être assez facile pour lui. Ensuite, concernant ses marionnettes, il y a Iruko qui est une sorte de scorpion mécanique empoisonné. Rien que le passer lui, c'est ultra chaud parce qu'il est dur, genre au point que Shio reconnaisse elle-même de pas être capable de le passer malgré sa puissance folle. Évidemment, le poison est capable de tuer n'importe qui quasiment et de les paralyser de douleur instantanément. Se faire toucher une fois, c'est fini. Sakura et Shio ont eu pas mal de chance d'avoir l'antidote. Il a également la marionnette du 3ème Kazekage, l'homme le plus fort de l'histoire de Suna. Sasori l'a transformé en marionnette, ce qui lui permet d'utiliser sa limaille de fer, une sorte de version alternative du sable à laquelle il peut ajouter du poison. Avec ça, il se place très facilement niveau Kage++, mais c'est loin d'être fini. Il a également transformé son propre corps en marionnette, ce qui fait qu'il est immortel, invulnérable à quasi toutes les offensives et qu'il a la possibilité de reformer son corps s'il est détruit. Et évidemment, son corps est rempli d'armes en tout genre, comme des épées empoisonnées et des lance-flammes. Passer Iruko, c'est chaud. Passer la marionnette du 3ème Kazekage, c'est presque inimaginable pour un ninja de niveau Kage. Mais en plus, faut passer le corps mécanique de Sasori, et ça, c'est galère. Et pourquoi c'est galère? Parce qu'en plus de ça, il a la possibilité de contrôler 100 marionnettes d'un coup et qu'il peut transférer son cœur à une vitesse folle dans un autre pantin pour ne jamais se faire réellement atteindre. Bien sûr que je pense que des ninjas intelligents peuvent comprendre son point faible, mais entre comprendre où il faut attaquer et avoir les ressources pour en être capable, la frontière elle est bien épaisse. Parce que oui, en plus de son pouvoir cheaté, il faut pas oublier que Sasori a des statistiques de ninja extrêmement élevées, notamment dans la pratique du ninjutsu, de son intelligence et de son endurance. Sa défaite contre Sakura et Shio est en réalité un abandon pur et dur parce qu'elle n'avait juste pas le niveau de le gérer seul. Cet homme est capable de prendre un pays entier à lui seul, capable de vaincre le ninja le plus fort de Suna, capable de vaincre Deidara, chose que même Sasuke Ebi a failli ne pas pouvoir faire. Ah, je suis désolé, mais Sasori, c'est un monstre. Je pense que même selon les standards de la Grande Guerre, il reste encore dans la course et je pense qu'il peut clairement se taper avec les anciens Kage. Lui, il est vraiment puissant et c'est vraiment dommage qu'il soit si rapidement oublié alors que sa défaite n'en est pas réellement une. Est-ce l'effet du « j'ai perdu contre Sakura » qui lui a donné son statut de personnage sous-coté ou juste une méconnaissance sur ses capacités? Difficile à dire, mais sûrement un petit peu des deux. Mais enfin bref, ça nous fait nos 5 personnages sous-coté niveau puissance. Évidemment, on en a pas mal d'autres dans l'œuvre, donc pourquoi pas faire un épisode de un jour. Clin d'œil, clin d'œil. Mais en attendant, voyons voir qui sont les personnages également sous-cotés, mais cette fois-ci, sur leur écriture. Alors attention, je sais que certains d'entre vous doivent se dire que Tsunade n'est pas réellement sous-coté et que c'est au contraire un des ninjas les plus appréciés dans le domaine. Sauf que je pense que beaucoup partent du principe que Tsunade est le meilleur personnage féminin, mais en comparaison avec les hommes de ce manga, son écriture est ultra bateau. Tsunade, avant d'être une légende du monde ninja, est une survivante. Elle est hantée par la mort de son frère Nawaki et de son amant Dan, 2 hommes qu'elle aimait profondément et qui rêvaient d'un avenir meilleur pour le village. Cette double tragédie est au cœur de sa psychologie, elle rejette son propre rôle de ninja, fuit ses responsabilités et tombe dans un cycle d'évitement émotionnel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la réaction humaine d'une femme brisée par un système qui broie ses héros. Tsunade n'est pas une guerrière invincible en armure, c'est une femme qui souffre et qui doute, ce qui la rend profondément humaine et crédible. Pourtant, elle va finir par remonter la pente en croisant ce petit bonhomme en pyjama orange en voyant que la volonté de Dan et Nawaki existe toujours. Une dernière fois, elle veut y croire. Elle veut croire qu'un enfant qui rêve de devenir Hokage peut changer les choses. Et pourquoi elle y croit? Parce que ce même gamin stupide et têtu a réussi à la faire douter, et mieux, à la convaincre
convaincre qu'il en serait capable. C'est l'une des premières grandes figures de cette œuvre à avoir fait confiance à Naruto pour changer le monde et à mettre un terme à tout ce système barbare. Tout comme Jiraiya, elle est là depuis tellement longtemps qu'on ne se rend pas compte à quel point elle a eu un impact dans le monde ninja et dans nos cœurs, à nous, fans de ce manga. Tsunade, c'est un petit peu comme notre vieille tata alcoolo qui nous fait des bisous qui piquent. C'est celle qui incarne une figure presque maternelle pour Naruto et c'est un personnage qu'on va avoir du mal à détester tant il est porteur de messages forts et positifs. Pourtant, elle est souvent résumée à 3 éléments, sa poitrine, son jeu et son alcool. C'est une caricature que je trouve injuste parce que ses traits sont en réalité des mécanismes d'évasion. Elle boit pour oublier, elle se montre arrogante pour masquer sa douleur et son apparent jeune est une façade littérale. Sous la surface, c'est une femme vieillie prématurément par la guerre, par la perte, par la solitude et qui continue pourtant de se battre pour son village. Tsunade est oufissime niveau développement et incontestablement l'un des personnages les plus humains de ce manga. Bon, j'avoue que lui, il aurait pu être dans les deux catégories. Kabuto, c'est un personnage profondément marqué par la question de l'identité. Orphelin, recueilli par un médecin de Konoha, puis espion utilisé par Danzo, il est un homme sans vrai foyer, sans vrai nom, et surtout, sans but personnel. Toute sa vie, il s'est construit à travers les autres, la volonté Nono, les ordres de la racine, l'ombre d'Orochimaru. Il n'a jamais su qui il était ni pourquoi il existait. Et c'est ce flou existentiel qui rend son évolution aussi captivante. Il est à l'exact opposé de Naruto, qui a construit une identité solide en partant de rien. Kabuto, lui, s'est perdu dans toutes celles qu'on lui a imposées. Sa quête de puissance est en réalité une quête pour s'échapper à l'absence identitaire qui le suit à la trace depuis son enfance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il jalouse à ce point Itachi, qui avait tout ce qu'il rêvait d'avoir et qu'il a voulu récupérer tout ce que les autres ont niveau pouvoir. Et le plus ironique, c'est que cette montée en puissance, qui pourrait sembler purement shonen, est en réalité une fuite identitaire. Plus il absorbe les autres, plus il cherche désespérément à combler son propre vide intérieur. C'est une ascension tragique déguisée en power-up. Kabuto incarne également une version sombre des deux héros principaux. Comme Naruto, il est orphelin et cherche la reconnaissance. Comme Sasuke, il est attiré par la puissance pour exister par lui-même. Mais là où Naruto et Sasuke reçoivent de l'amour, de l'amitié, des rivaux, etc., Kabuto ne reçoit que des manipulations. Son évolution est donc une histoire de solitude, de dérive mentale et de recherche désespérée de sens. C'est ce qui rend sa rédemption encore plus touchante. Il finit par se retrouver non pas en devenant plus fort, mais en se reconnectant à ses souvenirs, à Nono et à l'enfant qu'il était. Kabuto, il a tout fait pour être détesté. Il manipule, il trahit, il joue avec les morts, et pourtant je peux pas m'empêcher de voir en lui un être brisé qui cherche désespérément une place dans un monde trop grand pour lui. C'est pas juste un méchant pour être méchant, c'est un être tragique qui a cru que devenir quelqu'un de puissant suffirait à guérir ses blessures. Et c'est cette humanité qui fait toute la richesse de son personnage. Kabuto, c'est le rejeté, le caméléon, le scientifique fou, mais aussi le gamin perdu, le rival silencieux, le miroir tordu des héros. Il a pas eu le même traitement que d'autres antagonistes comme Obito ou Nagato, mais son écriture est subtile, progressive et émotionnellement très forte. Selon moi, il mérite qu'on le regarde autrement. Pas seulement comme un sous-Orochimaru, mais comme l'un des personnages les plus complexes et tragiques de tout Naruto. Aimez Kabuto tout de suite. C'est un ordre. Grand-mère Chiyo, c'est une masterclass d'écriture silencieuse. C'est la personnification du poids de l'histoire. C'est une femme qui a consacré sa vie à la guerre, a créé des armes vivantes via les marionnettes, et qui, au soir de sa mort, se rend compte que tout ce qu'elle a semé n'a apporté que mort, haine et solitude. Elle n'est pas une méchante, mais une femme rongée par les conséquences de ses actes et qui, malgré son âge, a encore assez de lucidité pour tenter de réparer ce qu'elle a brisé. Son combat contre Sasori, son propre petit-fils, est l'un des moments les plus puissants émotionnellement du manga. Ce n'est pas juste un duel de marionnettiste contre marionnettiste, c'est une confrontation symbolique entre deux générations, entre celle qui a fabriqué des armes pour son pays et celle qui s'est laissée déshumaniser par ce même système. Chiyo ne se bat pas pour vaincre Sasori, elle se bat pour lui rendre son humanité, même si c'est trop tard. Et ça, je suis désolé, mais c'est du niveau des meilleurs face-à-face du manga. J'ose le dire. I'm speaking facts. Ce qui rend Chiyo exceptionnel, c'est la vitesse et la cohérence de son évolution. En quelques chapitres, elle passe de la vieille conservatrice de Suna, méfiante envers Konoha et pleine de rancune, à une femme capable de sacrifier littéralement sa vie pour sauver Sakura, une Kunoichi d'un autre village, et Gaara, un enfant détesté par tout le monde fut un temps. Et elle ne le fait pas pour une récompense ou pour se racheter devant les autres. Elle le fait en silence, avec humilité, parce qu'elle a compris que le futur se construit en cassant les cycles de vengeance. C'est une leçon de paix, livrée par une guerrière au crépuscule de sa vie. Sa mort n'a pas la mise en scène d'un Jiraiya ni la profondeur d'un Itachi, et pourtant elle a un impact immense. Elle meurt en laissant un message simple. Oh venez, on se le remet.
お前のような奴が現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉。これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。 Oh bordel, qu'est-ce que j'aime Shio! Elle n'aura pas de statue, pas de chant à sa mémoire, mais dans ce geste ultime, elle fait plus pour la paix que bien des Kage. Shio, c'est la mémoire vivante d'un monde de guerre, une femme qui a vu les pires horreurs et qui choisit de finir sa vie en soutenant le pardon, la reconstruction et la transmission. C'est un personnage ultra bien écrit, à la fois douloureux, digne, utile et bouleversant. Et tout ça, je le répète, en quelques chapitres. Elle est la preuve que dans Naruto, on n'a pas besoin de 1000 épisodes pour briller. Parfois, il suffit de quelques mots et d'une histoire à raconter. Suigetsu, c'est pas juste un ado sarcastique avec son petit Marcel Décathlon. C'est le dernier porteur du rêve des Ozuki, un clan balayé par la guerre et dont le nom ne survit qu'à travers des rumeurs. Lui et son frère Mangetsu rêvaient de devenir les plus grands épistes de Kiri, de récupérer les 7 épées légendaires, sauf que ce rêve a tourné au cauchemar. Son frère meurt, le clan s'efface et Suigetsu se retrouve seul, emprisonné, oublié. Sa désinvolture cache une douleur sourde, celle de ses ambitions réduites à néant avant même d'avoir pu les défendre. Avant de rejoindre Sasuke, Suigetsu était le jouet du gentil Orochimaru, enfermé dans un tube comme un vulgaire spécimen. Il en ressort brisé, mais vivant, avec cette ironie permanente dans la bouche. Je suis pas psychologue, mais je pense que c'est pas juste un tic de langage, c'est une armure psychologique. Il se protège par le sarcasme. Il fait genre il s'en fout, mais c'est un masque. Il a été traité comme un monstre, alors il joue au monstre. Mais au fond, c'est un gosse blessé, qui veut juste exister à sa manière. Je pense que tout le monde le sait, mais Suigetsu est obsédé par les sabres, notamment Kubiki Ribocho, l'épée de Zabuza. Il ne la manie pas seulement par puissance brute, mais par symbolique. Il veut montrer qu'il est digne de son héritage, qu'il peut être un nouveau Zabuza, sans en copier la noirceur. Il est constamment entre admiration et rupture, entre le respect du passé et la volonté d'y faire mieux. Et même s'il fait le guignol, ses actes parlent. Il suit Sasuke sans jamais trahir, il combat sans lâcher et il reste fidèle à ses propres principes. Suigetsu, comme les autres membres de Taka, n'a jamais retourné sa veste. Il aurait pu, il aurait eu 1000 raisons de le faire, mais il reste là, fidèle à Sasuke, fidèle à Jugo, fidèle à ses engagements, même quand il râle. Il est le genre de gars que tu crois instable, alors qu'en fait, c'est peut-être le plus fiable du groupe. Pas besoin de grands discours, il agit, il soutient, il reste. Et ça, c'est beau. Surtout que son caractère un petit peu désinvolte et la petite touche d'humour qu'il fallait à Ebi pour vraiment fonctionner malgré les ambitions pas très joyeuses de Sasuke. Suigetsu, c'est la voix de la génération perdue. Un mec drôle, insolent, mais marqué par la guerre, la solitude et la perte. Il représente ceux qui n'ont pas eu de place dans la grande histoire, mais qui s'accrochent quand même. Il est courageux, sans le dire, brillant, sans en avoir l'air, loyal, sans jamais faire de promesses. Et surtout, il reste humain jusqu'au bout de ses petites quenottes pointues. J'adore Suigetsu. Ouais, Teuchi, le vendeur de ramen, qui ne s'appelle pas Ichiraku d'ailleurs. Quand tout le village traitait Naruto comme un démon à fuir, Teuchi a été l'un des seuls à lui ouvrir les bras sans hésiter. Pas parce qu'il savait pour Kyuubi, pas par pitié, juste parce qu'il l'a vu comme un gamin affamé qui avait besoin de chaleur humaine. Et ça, c'est la grandeur de Teuchi. Dans un monde rempli de ninjas avec 1000 pouvoirs différents, lui, avec ses baguettes et son bandana, a offert à Naruto quelque chose qu'aucune technique interdite ne pouvait produire. La normalité, l'affection, un foyer. Il n'a jamais prononcé de grands discours, il n'a pas entraîné Naruto, il l'a pas sauvé en pleine guerre, mais il a été là, constamment, comme un repère. Il lui servait à manger, il lui parlait, il riait avec lui. Il lui offrait une vie d'enfant normal, chose que personne d'autre ne lui offrait à ce moment-là. Je pense qu'on peut dire qu'en quelque sorte, il a été le père que Naruto aurait mérité. Humble, présent, bienveillant. Et ça c'est beau. D'ailleurs, dans un monde où tout le monde veut se surpasser, devenir plus fort, rêver des pouvoirs héréditaires et toutes ces conneries, Teuchi reste un civil simple mais inébranlable. Il n'a jamais fléchi face à la pression sociale, ni changé son comportement envers Naruto par peur ou opportunisme. Il ne juge pas, ne trahit pas,
ne tourne pas le dos. Il est l'exemple parfait de la bonté ordinaire, celle qu'on ne célèbre jamais, mais qui tient une société debout. Il est la preuve que tu n'as pas besoin d'un Sharingan pour être un héros. Naruto a toujours rêvé de devenir Hokage pour être reconnu, mais avant qu'on ne l'applaudisse en masse, Teuchi l'applaudissait déjà. Quand Naruto revient en mission, c'est chez lui qu'il va. Quand il franchit une étape importante, c'est là qu'il fête ça. Teuchi, c'est un petit peu ce gars que tu retrouves quand tout le monde t'a oublié. C'est la fidélité incarnée, la chaleur humaine dans un monde froid, mais où c'est grave chaud d'y vivre. Oui bon, j'avoue, j'avais pas mieux niveau comparaison. Teuchi, c'est pas juste un vendeur de ramen. C'est le symbole de la compassion sans condition, le socle émotionnel discret de Naruto, un pilier d'humanité dans un univers de guerre et de trahison. Il ne crie pas, il ne se bat pas, mais il est là. Et dans un monde où tout le monde cherche la reconnaissance par la force, lui l'a obtenu par le cœur. Osez me dire que vous ne voulez pas d'un Teuchi dans votre vie, d'un mec qui vous fait des nouilles après une dure journée de boulot ou d'études. Moi j'en rêve. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'avoue, ça m'a fait plaisir de mettre en lumière des personnages trop souvent écartés de la scène ou qui sont, à tort, considérés comme lambda. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai pris plaisir à la faire. Comme d'hab, on en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et la prochaine fois au programme, je vais me faire tellement boxer dans les commentaires.